Bienvenue aux éditions Arte Politeia qui vous présentent le livre La Bienheureuse pour la Révolution mondiale pacifiste à l'adresse des peuples constituants à la mémoire de Condorcet, écrit et lu par Jean-Paul Alonso. Suite du chapitre 3 intitulé Pourquoi une nouvelle constitution? Paragraphe 4. Les institutions. Sous-paragraphe 0. Introduction. Je crois utile de rappeler ce passage de Politeia. La politique aide l'individu à trouver la raison générale absente de lui-même. La Constitution, le droit, les lois sont les règles que se donne la communauté des citoyens pour guider positivement leurs actes. En politique, la raison est de l'ordre du collectif comme toutes les autres valeurs, la justice, la liberté, l'égalité, etc. Toutefois, les règles qui régissent la cité ne sont pas figées dans un absolu qui détruirait la raison naturelle. La démocratie doit rester vivante. Ces règles, bien qu'inspirées d'un idéal universel, évoluent avec le temps au sein des assemblées. C'est l'un des objectifs de la citoyenneté, la participation active des citoyens aux assemblées pour écrire et ajuster les lois. Fin de citation. Rien ne doit être considéré comme étant un acquis définitif de l'humanité, et surtout pas les doctrines politiques et économiques caduques du XIXe siècle qui opposent le capital au peuple, le capital à la nature, et méconnaissent les limites de la biosphère, pas plus que notre Constitution écrite en 1958, et encore moins les traités européens, tous conçus pour accroître les gains d'une minorité au détriment de la majorité et de toute l'humanité. Les institutions doivent être établies avec le peuple et les académies en fonction des connaissances actualisées et rester sous leur double contrôle. C'est à ces conditions qu'elles peuvent répondre aux besoins de la nation et être autre chose qu'un instrument de démagogie ou de dictature, et que les individus reprendront confiance en la politique en devenant de véritables citoyennes et citoyens. Les notions de nation, de démocratie, de patrie, d'État, d'autorité, de droit, de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de famille, de bien commun, etc., ont été perverties ou trahies par ceux qui avaient la garde de la nation, au point d'exposer toute l'humanité à une fin certaine. Voir à ce titre Solutions pour le climat et l'humanité. Nos institutions ont multiplié les mandats, leur cumul, les indemnités mirobolantes pour les grands élus au détriment des petits élus dont la charge est souvent supérieure et les moyens très insuffisants pour remplir leur mission. Nos personnalités politiques sont parmi les mieux payées au monde. En 2013, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou SMIC, pour une personne qui travaille durement 156 heures par mois, avec une exigence de résultat, bien souvent en situation précaire, était de 1 430 € brut mensuels, alors qu'un ministre touchait 9 440 € brut mensuels d'indemnité. Le tableau ci-joint montre que si les principaux élus de la Ve République s'étaient contentés de 3 fois le SMIC, soit 4 291 € bruts, les finances publiques auraient réalisé une économie d'environ 9,8 millions d'euros par mois et 118 millions d'euros par an. Les indemnités allouées aux élus devraient être quasiment les mêmes, car le temps de travail est pour tout le monde le même et la politique n'a pas pour mission de creuser les inégalités sociales comme l'a fait la Ve République. La non-séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif a encouragé la corruption du monde politique et le pillage de la nation. Comment se fait-il qu'un ancien président de la République puisse être impliqué dans 11 affaires judiciaires pour corruption, abus de biens sociaux, trafic d'influence, escroquerie en bande organisée, favoritisme, abus de confiance, faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, etc., et être toujours en liberté? Comment se fait-il que certains barons de la Ve République aient fait de la politique une profession, comme Jean-Claude Gaudin,
qui a cumulé 122 années de mandat politique. Comment se fait-il que nos eurodéputés, les seuls que les Européens élisent, n'ont pas l'initiative législative qui consiste à écrire les lois, en l'occurrence les directives? Véritable scandale méconnu, le Parlement européen n'est qu'une chambre d'enregistrement. C'est la Commission européenne qui élabore et adopte une proposition de directive qui est soumise au Conseil de l'Union européenne et éventuellement au Parlement européen. Tout avantage cumulé, un eurodéputé percevait 12 256 € brut mensuels en 2013. Tous les partis de gauche, d'extrême droite et anti-Union européenne acceptent d'y siéger sans dénoncer cette tromperie. La démocratie vivante réclame un changement profond de nos institutions, mais pas seulement, car on ne modifie pas les mentalités et les habitudes avec des lois et des décrets. La révolution non violente écartera la grande imposture politique et économique et ceux qui la servent. Les institutions de la bienheureuse, l'instruction et la presse libérée supprimeront l'angoisse et le découragement existentiel des Françaises et des Français en faisant de la nation et de ses représentants un exemple de compétence, de sérieux, de dignité et d'abnégation. Sous-paragraphe 1. Tableau des députés. La redistribution des rôles modifie considérablement notre paysage politique. La question se posait de savoir si le modèle fédéral, avec un État par département, n'allait pas considérablement augmenter le nombre des élus et le coût de la vie politique. J'aurais pu répondre que la Suisse, avec une population d'environ 8 millions de personnes et 26 cantons-États, s'en sort beaucoup mieux que la France, à tout point de vue. Mais il m'a semblé utile, pour clarifier les idées et mieux se projeter, de faire une étude très provisoire du nombre d'élus de la Sixième République et de les comparer à ceux de la Cinquième République, ce qui a donné le tableau suivant que je vais commenter. Le nombre total d'élus passe de 611 738 à 622 862, soit une augmentation de 1,7%. Le nombre de mandats indemnisés baisse de 69 285 ou 12,8%. Les mandats supprimés, dont les fonctions sont redistribuées pour certaines, sont les 1880 conseillers régionaux, les 577 députés nationaux, les 348 sénateurs, les 74 eurodéputés, les 23 conseillers du Conseil économique, social, environnemental européen. Je pense qu'il serait bien d'introduire une part de tirage au sort égale à 20% des élus dans certaines assemblées, mais pour ne pas alourdir ma présentation, je l'ai laissé à l'état de suggestion, considérant que c'est le peuple qui décidera les modalités politiques. La bienheureuse, je ne le répéterai jamais assez, n'est qu'un simple cas école. Le nombre des conseillers municipaux et communautaires sera décidé par les communes et les départements, ainsi que la nature des organes administratifs et exécutifs communaux et les règles des scrutins. Chaque commune suisse, par exemple, possède ses règles. Sans m'avancer plus, je pense qu'il y a des économies à faire dans les communautés de communes. Comme le nombre de décisions politiques à prendre par les élus de niveau supérieur aux communes n'est pas proportionnel à la quantité des administrés, j'ai ajusté le nombre des élus des assemblées départementales, intermédiaires et fédérales en respectant la représentativité des territoires et des différents groupes politiques sans générer de minorité nationale. L'autonomie des territoires et le respect du principe de subsidiarité réduiront la charge des conseils et des assemblées en supprimant les doublons contre-productifs de la Cinquième République. Seuls les impôts et les budgets peuvent varier considérablement selon la population, la quantité et l'importance des travaux à réaliser. Je rappelle néanmoins que l'objectif de la bienheureuse est de réduire les écarts de densité de population entre les territoires par une politique écologique et de bien-être qui valorisera la vie et l'installation dans les départements peu peuplés.
Sous-paragraphe 2. Assemblée et conseil. Toutes les assemblées et les conseils doivent respecter les règles de la représentation proportionnelle et de parité des sexes. Les assemblées communales représentent la population en âge de voter. Ces assemblées sont épaulées par les comités de quartier dans les grandes communes. Ces derniers ont un rôle consultatif et peuvent intervenir localement avec le référendum d'initiative citoyenne. Les assemblées communales élisent les conseils municipaux et les conseils communautaires selon un double vote. Les seuls cumuls de mandats de la Sixième République sont ceux des conseils municipaux et des conseillers communautaires qui perçoivent une seule indemnité majorée de 25%. Une répartition plus équitable des indemnisations fait que les 521 661 conseillers municipaux sont tous indemnisés. Le coût des élus municipaux et communautaires reste donc stable. Le tableau suivant présente le nombre d'élus alloués aux assemblées départementales, intermédiaires et fédérales. Le régime fédéral d'assemblée augmente le nombre de députés départementaux selon la règle suivante. 60 élus sont alloués pour une population inférieure ou égale à 300 000 personnes, 80 élus alloués pour une population supérieure à 300 000 personnes et inférieure à 500 000 personnes, et un élu supplémentaire est alloué par tranche de 8 000 personnes à partir de 500 000 personnes. Le nombre d'élus entre les départements les moins peuplés et les plus peuplés varie de 60 à 362 et fait un total de 11 982 députés départementaux. N'ayant pas la possibilité de tout apprendre en détail, les règles ont été adoptées selon ma fantaisie pour servir d'exemple et non de modèle. Les élections des élus des assemblées intermédiaires, ex-Conseil économique, social, environnemental, régional, et du Conseil non plus régional mais départemental, et du Conseil intermédiaire fédéral, ex-Conseil économique, social, environnemental, se déroulent ensemble selon un double vote. Les 2333 conseillers du Conseil économique, social et environnemental régional, qui comprenaient 15 à 190 conseillers par région, sont remplacés par 5 991 conseillers intermédiaires départementaux, soit la moitié des députés départementaux. Chaque conseil départemental et fédéral est réparti en 6 collèges dans les secteurs suivants. Premièrement, des entreprises et activités professionnelles non salariées. Deuxièmement, des organisations syndicales autres qu'enseignantes. Troisièmement, des organisations syndicales enseignantes. Quatrièmement, des organismes et associations diverses. Cinquièmement, des ONG et associations impliquées dans les droits de l'homme. Et sixièmement, de l'environnement et du climat. Quand le nombre d'élus n'est pas un multiplicateur de 6, le surplus d'élus est alloué à l'environnement. Le Conseil intermédiaire fédéral est composé de 36 conseillers élus. Les conseils municipaux et départementaux élisent l'Assemblée fédérale qui élit ou nomme le Conseil exécutif paritaire fédéral parmi la population. L'Assemblée fédérale compte 311 députés fédéraux selon une représentativité de 2 à 10 élus par département. 2 élus sont alloués pour une population inférieure à 500 000 personnes et un élu supplémentaire par tranche de 250 000 personnes à partir de 500 000 personnes. Les 24 ministres paritaires par département donnent au total 2 448 ministres départementaux plus 24 ministres fédéraux. Les députés fédéraux sont élus au suffrage universel direct à un tour. Chaque assemblée départementale élit ou nomme un conseiller exécutif paritaire de département parmi la population qui gouverne le département sous son contrôle et celui du peuple. Dans l'Assemblée fédérale, seuls 14 départements sur 100 États départementaux possèdent, dans le tableau, un nombre de députés impair. L'élection des députés départementaux et fédéraux s'effectue selon un double vote.
Les présidences des assemblées et des conseils départementaux et celles de l'Assemblée et du Conseil de la Fédération sont tournantes. Elles sont paritaires et tirées au sort tous les 6 mois. Restent sur le plan national les élections des magistrats départementaux et fédéraux. Les premiers sont les juges et autres magistrats qui siègent dans les tribunaux. Ils sont tirés au sort par les seconds qui remplissent les fonctions du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature. 2 scrutins sont proposés. Dans le premier, selon le diagramme numéro 1, les électrices et électeurs des départements élisent les magistrats départementaux et fédéraux selon un double vote, et dans le second cas, ce sont les députés départementaux et les conseillers intermédiaires qui les élisent selon un vote de second degré. Sous-paragraphe 3. Autre précision. Droit de vote. Les assemblées intermédiaires, départementales et fédérales, possèdent un droit de vote sur les décisions de leur assemblée législative et de leur conseil, considérant que la motion de censure qui permet aux députés de déposer le gouvernement est supprimée. Sous la Ve République, une seule motion de censure a été adoptée en 1962 parce que l'exécutif et l'Assemblée sont de la majorité présidentielle, sauf dans les rares périodes de cohabitation. Il existe un autre frein évident à cette procédure, puisque quand le gouvernement est déposé, l'Assemblée est dissoute et les députés doivent repasser devant les électeurs. Le veto doit être voté par 10% de l'Assemblée et validé sur sa forme par le Conseil de la magistrature. J'ai confié le droit de veto aux assemblées intermédiaires parce qu'elles représentent le meilleur de la société civile, constituée de nombreux experts qui ne sont pas suffisamment entendus par les élus et médias de nos jours. Initiative législative. Les assemblées départementales et intermédiaires possèdent le droit d'initiative législative pour écrire la législation de leur département. Le Conseil intermédiaire fédéral possède le droit d'initiative législative fédérale. Les propositions de loi de ces assemblées ne possèdent aucune priorité l'une sur l'autre. Par contre, ce sont les assemblées législatives départementales et l'Assemblée législative fédérale qui votent leurs propositions de loi respectives. Le gouvernement fédéral et les gouvernements départementaux ne possèdent pas la possibilité d'émettre des projets de loi, lesquels sont, sous la 5e, prioritaires sur les propositions de loi de l'Assemblée. Les ordonnances de gouvernement n'existent plus en dehors des régimes d'exception. L'article 49.3 n'a plus lieu d'exister dans un régime parlementaire. Les assemblées retrouvent leur souveraineté pleine et entière qui, sous la 5e, confie l'écriture des directives européennes à des lobbyistes au service des intérêts du patronat. Statistiques et opinion. Nous utiliserons les statistiques et les enquêtes d'opinion pour guider positivement les actes des assemblées et des conseils, et non plus pour induire les électeurs en erreur. Pas plus, nous fabriquerons l'opinion publique avec les moyens d'information à notre disposition, et nous ne censurerons les raisonnements doctrinaires creux parce que leur insignifiance apparaîtra à la lumière de nos actions. Toutes les collectes des données sur la démographie, l'économie, les personnes, la formation, la recherche, les territoires et l'environnement seront publiées avec des indicateurs statistiques fiables pour aider les citoyens à comprendre les politiques publiques départementales, nationales et internationales que nous devons mener ensemble. Les indicateurs nationaux viendront consolider les indicateurs mondiaux en matière de protection des espèces, de dépollution de l'environnement, d'amélioration des climats, de ressources non renouvelables, d'accès à l'eau et à l'alimentation, d'accès aux soins de santé, le tout pour satisfaire les besoins vitaux de l'humanité entière. États-Unis d'Europe. Pour faire la grande Europe, ou les États-Unis d'Europe, je pense qu'il serait bien de reprendre les 47 États du Conseil de l'Europe qui a été institué par le traité de Londres en 1949
en réintégrant la Russie qui l'a quitté en 2022 et sans les États-Unis d'Amérique. Les articles de la Bienheureuse ne traitent pas des tâches allouées à l'Assemblée, au Conseil et à la justice fédéraux européens. Ces institutions doivent être organisées par les 47 États membres. La Fédération française et la Fédération des États-Unis d'Europe ne pourront pas favoriser le secteur privé comme l'a fait l'Union européenne. Elles faciliteront la coopération des projets communs européens et internationaux comme nous l'avons fait pour Airbus et Ariane dans les domaines de la recherche, de l'énergie, l'écologie, l'informatique, etc., pour mieux coopérer, économiser les ressources et fédérer les compétences européennes. Sans oublier une grande défense commune européenne dont le rôle ne sera pas de se substituer au Conseil de sécurité, mais de dissuader toute forme d'attaque venant de puissances militaires concurrentes comme celle de la Chine ou des États-Unis d'Amérique, persuadé que l'ONU reprendra le rôle qui lui est assigné avec la suppression des membres permanents du Conseil de sécurité. Car ne nous trompons pas, quand les pays européens rejetteront l'hégémonie atlantiste des États-Unis d'Amérique, qu'ils sortiront de la périphérie de leur empire, pays avec d'autres qui ont largement participé à leur puissance économique à force de pillages financiers, de tutelles monétaires et économiques et de guerres européennes ruineuses, comme celle de la Russie en Ukraine, ne nous trompons pas, dis-je, toutes les forces stratégiques et les alliances militaires seront révisées. Programme électoral chiffré. Les candidats, députés ou formations politiques, doivent présenter un programme chiffré avec les dates des principaux points clés selon un format unique qui leur est fourni. Ce programme permet aux électeurs de comparer les programmes proposés avant l'élection et les résultats obtenus en cours et en fin de mandat, considérant qu'ils ont une obligation de résultat. Toutes les informations utiles à l'élaboration de leur programme sont fournies aux formations politiques avec des économistes et des experts en environnement. Des aides ménagères sont accordées aux élus et élus chargés de famille. Les élus et les fonctionnaires doivent prêter un serment de loyauté avant d'entrer en fonction. Artisanat, coopératisme et autogestion. La fédération et les départements doivent tout faire pour éviter la pénurie et l'inactivité professionnelle qui démoralisent la personne, inquiètent la famille et la nation en lui retirant une part de leurs ressources. L'artisanat et le localisme sont le poumon économique des territoires et garantissent leur autonomie en approvisionnement autant qu'il est possible. Le coopératisme et l'autogestion sont la règle autant dans les administrations que les entreprises privées. Toutes les entreprises commerciales, industrielles, artisanales, de services ou certaines professions libérales réglementées devront adopter ou se réorganiser autant qu'il est possible en sociétés coopératives de production. Dans chaque État fédéré, les corps de métier réunis en assemblée élisent leurs conseils, ce qui donne un conseil respectif pour la préfecture, la magistrature, la police, l'enseignement, l'apprentissage, l'audiovisuel, la santé, etc. L'économie collaborative, le partage et la mutualisation de biens, de services, de savoirs et d'espaces sont préférés à l'individualisme et à la propriété privée. Décentralisation. Dans une fédération de nations libres et démocratiques, il n'existe aucun pouvoir central politique, économique ou juridique qui forme un tremplin à une oligarchie. Le Trésor public et tous les anciens pouvoirs suivent le mouvement de la décentralisation. La dette publique et les ententes abusives conclues sous la Ve République sont annulées. Au terme des 2 années préparatoires, chaque État fédéré présente un plan de relance sociale, enseignement, complexes sportifs, centres de loisirs et artistiques, etc., et économique, transition écologique, énergie renouvelable, dépollution, agriculture biologique, artisanat, industrie, et recueille une partie des réserves de la Banque de France afin d'engager les investissements nécessaires dans son département.
Revenu universel. Un revenu universel est donné aux étudiantes et étudiants, aux personnes sans emploi et sans retraite cotisée. Pour limiter la capitalisation individuelle et les inégalités de richesse, le revenu annuel, toutes sources confondues, ne doit pas dépasser 10 fois le revenu universel. Les trésors publics encaissent l'excès de revenus. Nationalité et majorité. J'aborde ici un sujet délicat qui sera, comme tous les autres sujets, objet de débat au sein de la fédération. Je pense qu'il faut simplifier la majorité et l'adosser à un projet national pour faire de vrais citoyens. Je me prononce pour une nationalité unique et l'obligation de résider en France pour disposer de ses droits civiques. Toutes les sociétés françaises implantées en France et à l'étranger paient leurs impôts en France sans aucune possibilité d'avoir recours à l'évasion fiscale. Tous les Français paient leurs impôts en France. Le droit du sol pour l'obtention de la nationalité française est supprimé afin que le natif fasse lui-même le choix de sa nationalité à sa majorité dès 15 ans par un acte solennel d'adhésion aux principes fondamentaux de la Fédération française et de son département. Il pourra rester étranger s'il souhaite réfléchir ou s'établir dans le pays de ses parents plus tard. Le statut d'étranger ne sera plus un obstacle dans une civilisation heureuse qui a congédié la peur des étrangers, lesquels pourront voter et être élus conseillers communal, considérant que ce poste deviendra un passeport pour la naturalisation française. Démocratie vivante. La Constitution, les institutions et les lois s'opposent à la prise de contrôle de l'État par une personne ou un groupe de personnes. Elles garantissent une démocratie vivante, menée par le peuple, qui respecte l'humanité et les grands équilibres naturels. La Fédération française possède à cet effet un régime d'assemblée et de nombreux contre-pouvoirs. Aucune déclaration ne précède les constitutions départementales et fédérales parce que leurs valeurs sont inscrites dans les articles constitutionnels, les lois et règlements. Dans ces actes, elles deviennent juridiques et applicables directement par les élus et tous les membres de la société. La constitution type des départements, qui reste à écrire et sera en vigueur 2 ans dans les territoires, devra respecter les valeurs fédérales. L'autonomie des départements est acquise et seul ce qui est mis en commun est géré par l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. La verticalité du pouvoir fait place à une gouvernance horizontale et démocratique des territoires. Il n'y a donc pas besoin d'un État fédéral pléthorique, comme on le rencontre dans la Fédération des États-Unis d'Amérique, qui a pris la direction du monde d'aujourd'hui en provoquant sa ruine, ou l'Union européenne contre les attentes des Européens et les enjeux écologiques indispensables à l'humanité. Représentativité et proportionnalité. En 1898, la Belgique a adopté des scrutins proportionnels partiels pour élire ses députés. Partiels parce que quand ils ne sont pas intégrales, ils défavorisent les petites formations politiques, alors que l'objectif initial de ce type de scrutin était de prendre en compte les minorités écartées par le scrutin majoritaire. Le scrutin proportionnel intégral accorde aux candidats un nombre de sièges proportionnel à la quantité des suffrages qu'ils obtiennent. Seul le scrutin proportionnel partiel est pratiqué dans la majorité des États de l'Union européenne. L'introduction de facteurs mathématiques comme les seuils, les quotients, les diviseurs, etc. fausse la représentation proportionnelle. Ces méthodes donnent aux gagnants une plus franche majorité, ce qui réduit la pluralité des opinions des différents groupes sociaux dans les assemblées et limite les débats contradictoires qui sont le propre de la démocratie. Les troisième et quatrième républiques françaises pratiquaient le régime parlementaire et les scrutins proportionnels. Les gouvernements changeaient souvent parce que la démocratie fonctionnait, notamment si on observe les importantes avancées sociales obtenues sous la Troisième République. Depuis 1958, le régime est présidentiel et la France n'a pas cessé de rétrograder dans le cercle des nations.
Les 577 députés français sont élus dans autant de circonscriptions au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Sont élus, au premier tour, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés s'ils obtiennent au moins 25% des électeurs inscrits dans la circonscription. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour a lieu avec ceux qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits, les autres étant éliminés du second tour. Ce type de scrutin n'offre pas une assemblée représentative de la population. En 1985, les socialistes au pouvoir ont perdu les élections cantonales. Ils ont instauré un scrutin proportionnel pour les élections législatives de 1986. Cette élection a permis aux petites formations politiques d'entrer à l'Assemblée, mais les socialistes ont perdu le contrôle de l'Assemblée et ont ouvert la voie à la première cohabitation de la Ve République. Plutôt que de se pencher sur les problèmes des minorités, chômage, sentiment d'abandon, etc., notamment de l'extrême droite, qui avait fait une percée à l'Assemblée, la droite a supprimé la représentation proportionnelle quelques mois plus tard. Le score de l'extrême droite n'a pas cessé d'augmenter. Je propose que les assemblées départementales, qui dirigent les territoires, bénéficient du scrutin proportionnel intégral afin d'être représentatives de la population et que les 24 membres de chaque gouvernement soient représentatifs des différentes zones habitées du département et représentatifs de la population de tous les territoires dans les organes de la fédération. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.